Dès son retour à Paris, Pasteur s'attribue tout le mérite du travail et des découvertes de Béchamp. Donc là, c'est l'imposture. Là, officiellement, c'est l'imposture. C'est s'attribuer les mérites d'un autre. L'histoire est travestie parce que Pasteur est un homme de pouvoir contrairement à Béchamp. La finalité de Pasteur, c'est d'arriver. Et il met tout en œuvre pour cela. Publicité, relations avec les puissants, harcèlement des ministères, flatterie, fréquentation des grands de l'époque, et en particulier de Napoléon III et de l'impératrice. Il sait se placer. Béchamp, lui, ne cherche rien de tout cela. Honneur et notoriété ne l'intéressent pas pour lui. Sa carrière se déroule en province, au calme, loin des puissants et des coteries. La passion de sa vie, c'est la recherche. Mais le fait d'avoir réussi brillamment sans moyens, là où le grand Pasteur avait lamentablement échoué, le mettait en danger de mort. En fait, c'est le yin et le yang total, hein, entre les deux. Complètement. Rien n'est trop gros pour Pasteur et le monde dans lequel il gravite. Pardon, rien n'est trop gros pour Pasteur, et le monde dans lequel il gravite est déjà plus apte à gober les œufs de Diplodocus que ceux des poules. Il va donc réussir à dépouiller Béchamp du mérite de ses découvertes, et même lui faire attribuer ses propres errements, le faisant passer pour un partisan de la génération spontanée. Donc il fait de l'inversion accusatoire en plus de l'imposture. Voilà, c'est déjà ça. Béchamp n'entrera dans la dispute que pour tenter de faire connaître ses découvertes capitales autour des microzymas bien plus tard. Le discrédit apporté à Béchamp est facilité, si l'on peut dire, par l'ampleur et la profondeur même de ses vues scientifiques et de ses découvertes, en particulier sur les microzymas. La panse permis, entre parenthèses, présence de germes partout, soi-disant responsables de toutes les maladies, à l'origine de la mythologie de la petite bébête. Cette panse permis relève d'un raisonnement simpliste, accessible à tous. Béchamp est trop en avance sur son temps, déjà à l'époque, et encore aujourd'hui. Il est donc l'une des premières victimes de la déviance scientifique et du dogmatisme que l'on doit à Pasteur. Mais rappelons que Pasteur était très richement subventionné, donc on ne mord pas la main qui nous nourrit non plus. Exactement. Voilà. Alors Béchamp perd son épouse le 28 mai 1885. Il achète une pharmacie et un laboratoire au Havre avec son fils pour continuer leurs travaux. Il fréquente régulièrement l'Académie de médecine jusqu'à la fin de 1892. Mais son fils meurt le 1er mars 1893 à 44 ans. Béchamp est brisé par le chagrin, se débarrasse de l'officine du Havre et vient s'installer à Paris où un laboratoire est mis à sa disposition à la Sorbonne. Il y termine la mise au point de son ouvrage élaboré à partir de notes prises à ses cours à Lille par 2 de ses élèves. Donc là, on a une photo avec la Sorbonne, laboratoire de chimie organique, monsieur le professeur Allier et ses élèves. Donc là, c'est pas Béchamp. C'est pas Béchamp. Il termine sa vie solitaire au milieu de ses livres, plein de tristesse et d'amertume. Il publie néanmoins son dernier livre, Le sang, et son 3e élément anatomique à l'âge de 83 ans en 1899. 1899. Il finit ses jours presque aveugle, à moitié impotent des mains, mais travaillant jusqu'à la dernière limite, sachant qu'il meurt le 15 avril 1908 à 92 ans. Parce que quand vous regardez qu'est-ce qui est éligible, il faut avoir une maladie grave en phase avancée. Alors le législateur redéfinit ce que c'est qu'une phase avancée. C'est, accrochez-vous, hein, c'est l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie. Quand les législateurs se mettent à faire de la clinique humaine sans avoir fait médecine, c'est spectaculaire. Alors, je répète, la phase avancée… Ça rend éligible même un diabète qui commence à avoir la moindre complication. Donc, on a fait une note à Catherine Vautrin. La semaine prochaine, c'est 1,4 million malades éligibles, sans parler des autres. Parce que si vous regardez la phase avancée d'une maladie grave et incurable qui touche la qualité de vie, allez, 50 000 dialysés, 100 000 malades sous oxygène, 200 000 diabétiques qui ont déjà des complications vasculaires, 350 000 schizophrènes qui n'arrêtent pas d'essayer de se suicider, 400 000 malades métastasés, on va tout de même pas dire qu'ils ne sont pas dans une phase avancée d'une maladie incurable quand même, 400 000 malades métastasés, etc. Avec quelques grandes maladies comme ça, on arrivait à 1,4 million. On lui a fait une note en disant, Madame Vautrin, c'est 1,4 million tout de suite, sans parler du reste, sans parler des élargissements. Parce que la loi va s'élargir, tous les pays ont élargi, vous serez obligés d'élargir.
sous la poussée égalitaire. Vous savez que dans une société contemporaine, il faut que tout le monde ait le droit à tout, y compris à se faire tuer. Donc, c'est ce qui s'est passé au Canada. Je rappelle quand même au Canada, comment ça a commencé? C'est parce que des associations ont attaqué en disant « Vous nous empêchez de nous suicider, nous voulons avoir le droit de nous suicider ». Et le Canada a dit « Ok, c'est votre liberté fondamentale ». La porte était ouverte et en quelques années, toutes les maladies, même si vous n'êtes pas en fin de vie, peuvent se faire euthanasie au Canada. Je répète, même si vous n'êtes pas en fin de vie, vous pouvez vous faire euthanasie au Canada. Et il y a eu des publications terrifiantes où des malades handicapés à qui on refusait le financement dans l'installation de leur appartement ont publié la note qu'ils recevaient de l'hôpital ou des services d'aide sociale en disant voilà, on ne peut pas équiper votre appartement d'une rampe, de ceci, de cela, mais vous savez que si votre vie est trop difficile, vous avez droit à l'aide à mourir qui est remboursée à 100% par la sécurité sociale et qui peut être fait dès la semaine prochaine. C'est marqué noir sur blanc. C'est-à-dire que, encore une fois, je dis, une civilisation qui envoie le message aux pauvres, aux handicapés, aux vulnérables, aux dépressifs, aux isolés, que, attends, si c'est trop difficile, l'euthanasie remboursée à 100% est possible d'ici 8 jours. Quel message une civilisation envoie à ses membres quand on commence à dire ça? C'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que l'intellect tel qu'il est pratiqué aujourd'hui en Occident et le système éducatif tel qu'il forme les gens les coupe à tel point du bon sens et de leur intuition qu'en fait des gens sans spécialisation particulière dans le domaine ont dans l'ensemble été beaucoup plus justes que les experts, les spécialistes et les responsables. Ça, c'est un motif alors sociologique absolument remarquable. Mais pour revenir à ton exemple, si d'aventure le masque avait eu une utilité, à ce moment-là, dans l'imposition aux enfants, en bas âge, nourrissons ou aux ados, il aurait fallu une pesée d'intérêt entre qu'est-ce que ça permet de limiter en termes de contagiosité et prise de risque versus quel est le coût de ces mesures, notamment pour les tout petits en retard du développement. Parce que ça a été terrifiant. C'est-à-dire que quand tu ne vois que les yeux, tu n'as pas du tout l'interprétation globale exactement de toute la sémiologie des expressions faciales. Et on voit aujourd'hui des très gros retards de développement et des traumatismes. Tu sais qu'on a vu aussi une explosion des suicides d'enfants au cours de la crise Covid comme conséquence de la maltraitance sociétale et institutionnelle qu'on leur a infligée, des enfants de 7-8 ans qui se défenestraient, des services de pédopsychiatrie engorgés par des enfants disant « mais j'ai plus envie de vivre dans un monde pareil ». Et tout ça, c'est une conséquence directe du fait que des experts ont recommandé n'importe quoi, que des petits apparatchiks fonctionnaires ont appliqué ça aveuglément, que les journaux ont fait semblant que c'était criminel de critiquer quelque chose d'aussi salvateur. Et donc oui, ça pour moi, évidemment, ça fait partie de mon propre traumatisme par rapport à ce qu'on a infligé, notamment aux couches les plus vulnérables de la population. Tu sais que dans notre Constitution fédérale, il est dit dans le préambule que c'est à la manière dont elle traite les plus vulnérables de ses membres qu'on reconnaît la valeur d'une société. Absolument d'accord avec J'ai ça. envie de dire que notre société, elle ne vaut pas grand-chose actuellement. L'état d'urgence en Israël va prendre fin. Les tribunaux pourront reprendre leur travail et les enquêtes sur le 7 octobre pourront avancer. Une proclamation qui fait trembler les murs diplomatiques et politiques. À Gaza, un échange historique a eu lieu. Les 20 derniers otages israéliens encore en vie sont remis aux forces spéciales israéliennes, soumis à des contrôles médicaux immédiats, puis transportés vers leurs familles. Parallèlement, Israël libère près de 2000 prisonniers palestiniens, dont 250 condamnés à de lourdes peines et 1700 arrêtés pendant la guerre, mais non impliqués dans les attaques du 7 octobre. Les rues de Tel Aviv et de Gaza sont remplies d'émotions. Les cris et les larmes traduisent un soulagement profond. Les Palestiniens célèbrent pour la première fois depuis longtemps un signe tangible de ce que signifie la paix naissante. Pour beaucoup, c'est un moment d'espoir, mais la vigilance reste de mise. Le président supervise la mise en œuvre d'un plan de paix en 20 points visant à réconcilier sécurité israélienne et reconstruction de Gaza. La première étape, désarmement progressif du Hamas et garantie de sécurité pour Israël. Trump souligne publiquement la nécessité de stabiliser pendant la reconstruction, expliquant que certaines mesures temporaires, comme le maintien du Hamas pour le contrôle de l'ordre, étaient nécessaires pour éviter le chaos. Nous avons reçu de nombreuses garanties verbales, je crois qu'elles seront respectées, dit-il. Et maintenant, nous pouvons tourner la page et construire un Moyen-Orient prospère, où chaque pays pourra se développer et offrir de l'espoir à ses citoyens. Chaque geste est étudié, chaque mot est pesé.
La région observe attentivement. À Sharm el-Sheikh, les préparatifs du sommet de paix sont tendus. Une explosion survient dans une base militaire au Caire. Les autorités parlent d'un test de sécurité. Une délégation qatari est victime d'un accident faisant plusieurs morts. Mais la tension demeure. Même Uri Geller, le voyant israélien, signale un danger potentiel pour le président américain. Trump arrivera pour coprésider le sommet avec le président égyptien. Sont présents des chefs d'État et ministres d'Espagne, de France, de Royaume-Uni, Italie, Qatar, Turquie, Arabie Saoudite. Le chancelier allemand est également invité. Objectif, garantir le respect du cessez-le-feu et planifier la reconstruction durable de Gaza. Chaque parole sera scrutée, chaque décision pourra sceller ou fragiliser l'accord. Trump conclut, ce n'est pas seulement la fin d'une guerre, c'est le début de l'ère de l'espoir, de la foi et du développement pour tout le Moyen-Orient. Les applaudissements éclatent, les habitants acclament la libération et les premières mesures de reconstruction. Les Palestiniens et Israéliens observent une nouvelle lumière, mais les défis restent nombreux. La guerre est-elle réellement terminée? La paix tiendra-t-elle malgré les tensions internes et les enquêtes judiciaires à venir? Le Moyen-Orient est-il prêt pour un véritable développement ou cette accalmie n'est qu'une respiration avant la prochaine tempête? Il faut dire aussi une chose, c'est que l'État profond, je remonte, voilà, l'État profond, certes, il a l'argent, mais il a aussi besoin de porte-parole qui sont les artistes. Bien sûr. De toute façon, les artistes, le problème, c'est qu'ils sont aujourd'hui subventionnés, payés par le ministère de la Culture. Je fais référence ici beaucoup aux artistes de cinéma, donc aux comédiens et de théâtre aussi d'ailleurs. Aujourd'hui, et ça a été dénoncé d'ailleurs par Laurent Firode et quelques autres, tout passe par le CNC, le Conseil national du cinéma. Et aujourd'hui, il faut rester dans les clous. Hein. C'est-à-dire que si tu fais pas un film où tu parles pas de LGBTQ+, où tu parles pas de couple homo, etc., déjà tes films ne seront pas pris. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les acteurs aujourd'hui, mais y compris même les réalisateurs, etc., et tout le monde est payé avant la sortie du film. Chose qui est incroyable. Ça veut dire que que le film soit un navet quand il sort ou pas, en réalité, les acteurs et les comédiens sont déjà payés. Ce qui veut dire qu'ils sont tous dans un nuage. Tu prends des Gérard Jugnot ou d'autres, j'ai rien contre eux, mais ils sont dans un nuage. C'est-à-dire, ils sont déjà payés. C'est-à-dire que même si le film fait un bide, et malheureusement, souvent c'est des bides, ils font 3000 entrées à peine, les films, c'est vraiment mauvais, mais eux, ils sont payés. Et avec notre argent en plus. Alors là, non. Ça va, quoi. Alors, il y a aussi, à un moment donné, il y a aussi d'autres organismes appartenant à l'État profond. Parce que je pense qu'il y a un État profond français, mais il y a au-dessus un État profond américain. Bien sûr. Donc, Absolument. il y a les Young Leaders, fameux Young Leaders. Il y a la French American Foundation, effectivement, qui est née aussi dans les années 70. Parce que quand on regarde un peu l'ensemble de ces réseaux, à part le Global Young Leader qui a été fondé en 2004 par Schwab, qui est un peu plus récent, mais tous ces clubs, réseaux secrets discrets, les trois quarts ont commencé à naître dans les années 70. Alors, sauf les GRAC, qui est né en 2007, sauf le Global Young Leader en 2004, et en réalité, ça enfonce toujours les clous, ça. Et tous les politiciens, quand je dis que ça enfonce les clous, ça veut dire que tous les politiciens, de plus en plus, passent par le programme de Schwab, donc le Global Young Leaders, et sont façonnés, modelés par un programme finalement qui est une espèce de lobotomisation politique. Et c'est ça, faut être dans les rails. Et quand tu vois qui est passé d'ailleurs pas chez Schwab, il y a Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Marlène Schiappa qui revient en ce moment, qui nous fait des déclarations, je sais pas quoi. Bref, ils sont tous passés par les Global Young Leaders.